Il est passionné par la conception de stratégies de gouvernance ouverte, consultant pour des collectivités, des associations, des entreprises, dans les domaines de l'innovation démocratique et dans l'industrie du service. Armel Lecause, fondateur du collectif Démocratie Ouverte, je l'appelle, je l'invite à me rejoindre. Bonjour Armel, on reste là? Alors Armel, vous êtes là depuis ce matin parce que je vous ai vu réagir pas mal de fois. Tout à fait. Alors merci d'être là avec nous. Alors donc qu'est-ce que le collectif Démocratie Ouverte? Déjà, présentez-nous un petit peu ce concept. Alors Démocratie Ouverte, c'est un collectif citoyen qui promeut le concept de la démocratie ouverte. En anglais, ça donne Open Government. C'est la transparence, la participation et la collaboration. Donc tout le monde peut participer? Tout le monde peut participer. Oui et non, c'est faire plus participer. Depuis ce matin, en fait, j'ai l'impression qu'on entend qu'on est dans une société qui ne va pas forcément bien, qui a des problèmes. Et une des réponses possibles, c'est que les gens se sentent plus acteurs, qu'ils soient plus dans le collaboratif et que l'État ou même dans l'entreprise, on soit moins à faire pour les gens, mais plus à faire avec eux. Et c'est un peu le fondement qu'il y a derrière le collectif Démocratie Ouverte. Alors donc, 3 piliers de la démocratie ouverte. Tout à fait. Alors, il y a une petite présentation qui va expliquer un petit peu tout ça. Que vous allez nous commenter ou... Que je vais vous commenter. Très bien. J'ai prévu. Allez. Alors après, bon. Et maintenant, c'est très bien. Alors je fais ça comme ça. Donc démocratie ouverte, comme je vous l'expliquais, c'est en même temps un concept et on a créé un collectif autour de ce concept-là. Le collectif Démocratie Ouverte, il est né de ce constat d'une certaine crise citoyenne, une crise démocratique. Cette crise, elle apparaît à travers différents signaux. Le premier, c'est celui des printemps arabes ou du printemps érable plus récemment, des indignés, des mouvements comme Occupy Wall Street ou les Anonymous, de manière un peu plus... quand on remonte dans le temps, beaucoup d'abstention ou de vote contestataire et un refus de la participation. Donc, en tout cas, il y a beaucoup de signaux qui montrent qu'il y a des choses qui ne vont pas. On parlait de la jeunesse. Moi, j'ai moins de 30 ans. J'ai l'impression d'arriver dans un monde qui ne tourne pas forcément rond. Et il y a deux manières de réagir. Soit on rentre en confrontation directe en disant tous pourris et il faut changer les choses radicalement. Soit on se dit finalement le système, cette démocratie représentative telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, on peut essayer de l'accompagner pour la rendre plus efficace et plus responsable. Alors, c'est un peu le vœu de démocratie ouverte, c'est ce qu'on cherche à faire à travers 3 principes. Le premier, c'est celui de la transparence, comme je disais tout à l'heure, celui de la participation et celui de la collaboration. Ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu dans le détail de chacun de ces 3 principes. Si on va voir un petit peu du côté de la transparence, les enjeux qu'il y a derrière et c'est ce que ça implique, c'est de montrer, d'expliquer et de rendre des comptes autant sur les activités publiques, sur les décisions politiques et sur les dépenses publiques. Derrière, il y a une idée de pédagogie, d'information, et ça va jusqu'à la défense de la liberté de la presse ou de la lutte contre la corruption, qui sont du coup des enjeux très importants. Donc concrètement, ça se traduit comment? C'est-à-dire que les personnalités politiques, vous leur demandez d'être transparents dans leurs projets? C'est quoi? Alors, concrètement, il y a par exemple en ce moment un fort mouvement qui s'appelle l'Open Data. Il s'agit d'ouvrir les données publiques. Il y a de plus en plus de données qui sont utilisées par les collectivités, par les États, les collectivités locales ou même à une échelle plus large, une échelle européenne ou mondiale. Si on libère ces données, ça permet à des citoyens, à des collectifs citoyens comme Démocratie Ouverte ou d'autres, de récupérer ces données et de les réexploiter. J'ai un exemple là qui s'appelle Where Did My Tax Dollars Go? C'est l'État fédéral américain qui a libéré ces données publiques, ces budgets, et ça a permis à des collectifs de créer un service pour visualiser en détail ce à quoi sert l'impôt que je paye. Donc là, on est typiquement dans un exemple de transparence. Je vais rentrer mon revenu et je vais voir dans les détails ce à quoi a servi l'impôt que j'ai payé. C'est derrière une idée de remettre un peu la confiance aussi entre le citoyen et ses représentants. Un autre exemple ou un autre point de la transparence, c'est celui de faire de la pédagogie. Ça peut être de représenter les données, parce que c'est bien de les libérer, mais il faut les représenter et les utiliser elles-mêmes dans les politiques publiques.
Il faut montrer, je pense aussi, les processus de gouvernance, c'est-à-dire le citoyen, il arrive dans une société, il est un peu perdu. Il faut lui expliquer le rôle qu'il peut jouer et peut-être le mettre en capacité, au moins en lui expliquant ce qu'il peut faire, d'agir pour être plus dans l'action. Là aussi, j'ai un exemple. Je déroule, mais n'hésitez pas à à m'interrompre avec des questions. C'est très bien fait, en tout cas. Ça, c'est un exemple d'une infographie qui explique le trajet d'une loi. C'est encore un projet américain, mais on part... Là, ça peut paraître complexe, mais l'idée, c'est qu'on peut zoomer aussi dans le schéma, et on part du début en amont, avant la loi, aux manières de... jusqu'à une fois que la loi est votée et publiée, et jusqu'à voir ce qu'elle devient. Donc on peut comprendre là où le citoyen a des actions à jouer, là où les lobbies ont un rôle à jouer, et ça permet de voir différemment qu'avec un texte ou avec un livre trop compliqué. On peut rentrer dans le détail avec de la visualisation, par exemple. Moi, je suis designer de formation, c'est le type de choses qui me semble importante d'expliquer avec d'autres formats que le texte ou le discours, qui sont les formats classiques. Le troisième pilier, le troisième champ de la transparence, c'est de permettre le suivi des politiques publiques. Ça peut être à travers une stratégie de communication, on va faire la publicité des politiques publiques pour expliquer, faire de la pédagogie autour. Ça peut être aussi des lignes de temps, c'est-à-dire sur une frise chronologique, montrer au fur et à mesure ce qui va se passer, ou construire des tableaux de bord. Donc là, j'ai un autre exemple du gouvernement du Québec, qui, pour rendre compte de l'action publique, ils ont publié leurs données dans un portail d'open data pour qu'elles soient réexploitées. C'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Et à côté, ils ont publié aussi un tableau de bord qui permet de faire un peu un monitoring de certains projets du gouvernement québécois. Donc c'est autant un outil de pilotage pour les agents de la collectivité, enfin les agents du gouvernement québécois, qu'un outil de transparence qui permet aux citoyens de voir comment son argent est dépensé, de voir comment le projet avance, qui sont derrière les prestataires de services. Donc là aussi, on est sur un outil qui peut permettre de rajouter d'améliorer la confiance entre les représentants et les citoyens. Donc ça, c'est le premier champ de la transparence. Je continue à dérouler le fil de la démocratie ouverte avec le deuxième pilier, voilà, la participation, qui peut, je vais aller un peu plus vite, hein, ça peut aller de la simple consultation, c'est-à-dire qu'on va recueillir un avis, à de la concertation, où là, on organise plus un débat public pour essayer de trouver un consensus, jusqu'à de la co-construction avec les citoyens en les impliquant dans les processus de construction d'une politique publique. Donc là aussi, des exemples de co-construction, ou en tout cas les enjeux qu'il y a derrière, c'est de s'appuyer sur l'intelligence collective, s'appuyer sur les usagers du service public eux-mêmes et faire avec eux plutôt que de faire pour eux. On était beaucoup dans une logique on va faire pour, et le citoyen est finalement un consommateur du service public. Et j'ai l'impression que de plus en plus, il a envie d'être acteur de son service public, et c'est quelque chose qui me paraît aller dans le bon sens pour plus d'efficacité et de responsabilité du service public. Là, Internet, alors ça a été beaucoup décrié sur la dernière table ronde, mais il y a beaucoup de plateformes et d'outils qui permettent de faire participer les citoyens. Ce n'est pas des outils magiques, c'est-à-dire que ça ne remplace pas ce qui peut exister, et ça ne remplacera jamais une médiation, mais à l'intérieur de dispositifs complexes, on peut utiliser des outils numériques pour faire plus participer les citoyens. Typiquement, c'est le genre de dispositif que je conçois pour des collectivités. Le troisième champ de la démocratie ouverte, c'est celui de la collaboration. La collaboration, on est plus sur les modes de gouvernance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour travailler autrement. On casse les silos ou les structures très pyramidales qu'on peut avoir dans les institutions, même dans les organisations en général, ça peut être dans une entreprise, pour essayer de travailler beaucoup plus en transversalité, beaucoup plus avec des modes projet, des méthodes qu'on appelle des méthodes agiles, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, je crois qu'on en parlait ce matin, pouvoir s'adapter aux événements au fur et à mesure qu'ils arrivent. On n'est pas dans de la planification à long terme et une fois que tout est planifié, on appuie sur le bouton pour s'apercevoir qu'en fait ça ne marche pas. Donc là, c'est d'autres méthodes de travail qui sont souvent issues du design. C'est pour ça que moi, j'aime bien le terme design des politiques publiques, parce qu'on utilise ces méthodes de créativité et ces méthodes de travail différentes qui viennent du design dans les politiques publiques.
Et puis, dans la collaboration, c'est aussi le fait d'organiser des partenariats entre le public et le privé, entre les associations, les collectivités et les entreprises. Donc là, il y a aussi des enjeux énormes parce que l'enjeu, c'est de faire des économies, faire plus de choses avec moins de moyens, puisque les gens participent activement à la construction du politique public, mutualiser les moyens. Voilà, donc là, je vous invite, si vous voulez, à aller voir un exemple, il y en a plusieurs, qui s'appelle la 27e région, qui est le laboratoire d'innovation des 26 autres régions. On a... eux, ils travaillent avec des designers, mais aussi avec des gens des sciences humaines, avec des chercheurs, avec les citoyens eux-mêmes qu'ils impliquent. Et ils ont des méthodes créatives vraiment intéressantes à aller voir. Et pour une fois, j'ai l'impression que le domaine privé, là, un objet sur lequel le domaine public est peut-être un peu en avance et sur lequel il gagnerait à venir s'inspirer. À un niveau national, il y a par exemple au Danemark une cellule qui s'appelle le Mind Lab, qui est une cellule qui travaille en intergouvernemental. Elle travaille avec les ministères, avec ce type de méthode créative pour résoudre des problèmes ou pour construire des politiques publiques avec les citoyens et avec les méthodologies du design. Alors vous aimeriez que les Français osent quoi à travers ça ? Moi, j'aimerais bien que les Français, ou en tout cas les hommes politiques français, puisque c'est un peu plus ces destinataires-là qu'on cherche à toucher, comprennent qu'ils ont tout à y gagner à être dans cette transparence, cette participation et cette collaboration, parce que ça améliore l'efficacité du service public et que ça permet aussi à chacun de prendre une plus grande part dans ces services publics. Et pour ça, on a créé un collectif francophone, parce que les concepts dont je vous parle, c'est quelque chose qui est assez anglo-saxon Oui. à la base. Et on s'aperçoit que dans les pays francophones, il y a très peu de choses, ou en tout cas c'est un concept qui se diffuse assez peu. Du coup, on a créé un collectif, qui est un tout jeune collectif, hein, il a 1 an, qui s'appelle Démocratie ouverte et qui réunit des citoyens, aujourd'hui surtout des citoyens, mais l'idée c'est aussi de réunir derrière des entreprises, des institutions publiques, des élus qui seraient convaincus par ces méthodes. Et on fait plusieurs choses. On fait de la publication et d'articles et de schémas, un peu comme ceux que je vous ai montrés, pour faire de la pédagogie autour de ce concept-là, essayer de creuser aussi les concepts théoriques. On organise des événements. On a par exemple organisé un Goof Camp à l'Assemblée nationale en avril dernier. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Goof Camp ? C'est un format d'événement, c'est un peu la non-conférence, c'est-à-dire que c'est typiquement pas ce qu'on est en train de vivre là, parce que là on est deux sur la scène avec beaucoup de gens qui écoutent et qui regardent. Le Goof Camp ou le Bar Camp, c'est la non-conférence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de programme et tous les participants sont à égalité et peuvent participer à égalité. C'est ce que Reed Miller nous a montré, c'est un peu le système des étourneaux. Ben voilà, on évolue ensemble. J'ai beaucoup aimé cette image des étourneaux, parce qu'en effet, il y a cette idée-là, et ça ne résout pas tous les problèmes, parce qu'au niveau organisation, ce n'est pas forcément tout le temps facile, mais c'est des choses qui sont intéressantes à vivre, et qui sont plus tournées sur l'humain, même s'il y a de l'efficacité derrière. Voilà. Et troisième chose qu'on fait dans le collectif Démocratie ouverte, c'est des projets. Il y en a un notamment qui a été pas mal questionné lors du Goof Camp il y a 6 mois à l'Assemblée nationale et que je vous propose de présenter, qui s'appelle Parlement et citoyens. Donc Parlement et citoyens, c'est un des projets du collectif Démocratie ouverte. C'est un projet qui est destiné aux parlementaires, donc aux députés et aux sénateurs, pour qu'en amont d'une proposition de loi, ils puissent s'appuyer sur l'intelligence collective, qu'ils puissent s'appuyer sur les citoyens ou sur les associations de consommateurs, sur tous les représentants de différents intérêts pour construire leur proposition de loi. Donc je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. La première étape, c'est qu'un parlementaire, il ne va pas arriver avec une proposition de loi déjà toute faite, il va arriver avec un sujet, une thématique. Là, par exemple, les logements sociaux. Donc, il fait de la pédagogie autour de sa thématique et il explique les problèmes qu'il cherche à résoudre, les solutions qu'il envisage de mettre en place, les moyens que ça va demander et les résultats qu'il attend. Donc, il fait ça avec du texte, il fait ça
avec un format vidéo qui circule facilement sur les réseaux sociaux. Et il peut aussi faire ça avec des schémas comme ceux que je vous ai montrés, avec d'autres outils pédagogiques pour expliquer les enjeux qu'il y a derrière, ici, la thématique des logements sociaux. La deuxième étape, c'est celle de la publication de sources, c'est-à-dire que le parlementaire, pour faire son travail déjà aujourd'hui, il s'appuie sur des sources. Là, l'idée, c'est qu'il publie ces sources en ligne de manière transparente et qu'il publie aussi les sources que lui propose un lobby, par exemple, en toute transparence en ligne. Donc, au lieu, moi, j'ai rien contre les lobbies, c'est très bien qu'ils défendent des intérêts, mais qu'ils le fassent en toute transparence. C'est là où on retrouve un peu les trois cercles de la transparence, de la participation et de la collaboration. Donc, un autre point, c'est que chacun peut apporter, le terme crowdsourcing, c'est chacun peut apporter des sources lui-même en disant, voilà, sur le sujet des logements sociaux, j'ai vu à tel endroit telle étude de l'OCDE où mon organisme a produit telle étude qui est intéressante. Et donc on apporte des sources aux parlementaires pour alimenter sa réflexion en amont du travail législatif. La troisième étape, ça va être que chacun, donc toujours soit des experts, soit des citoyens, apporte des avis et des expertises. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la plateforme, mais il y a une histoire de color vote où on peut voir un petit peu l'impression que chacun a sur ce que le parlementaire a expliqué au début, du problème qu'il avait trouvé, des solutions qu'il proposait. Et à chaque fois, les experts et les citoyens peuvent apporter une expertise ou un avis en disant sur ce sujet-là, je suis plutôt mitigé, donc je vote en orange, ou je suis plutôt contre, ou je suis plutôt pour. Et donc ça donne un vote coloré et ça permet ensuite de faire une synthèse et sémantique et analytique très statistique avec des camemberts où on voit qui est d'accord pourquoi. Et puis il y a évidemment aussi une synthèse humaine pour voir un peu la teneur des avis et des expertises qui sont apportés sur la plateforme. Suite à ça, on met en place un débat avec le parlementaire et des experts qui sont sélectionnés en fonction des avis et des expertises qu'ils ont apportés. C'est-à-dire que si jamais j'ai apporté quelque chose qui a été plébiscité par la communauté, je vais être invité à participer au débat télévisé avec le parlementaire. C'est aussi une manière de faire de la pédagogie sur le travail parlementaire et d'organiser un débat de manière plus large que dans une salle de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et puis, une fois qu'on a donné toute cette matière aux parlementaires, on est tout le temps en amont du processus de construction de la loi en tant que telle. Là, il a récupéré beaucoup de matière en toute transparence et il arrive, il revient dans son travail classique de construction de la proposition de loi. Et une fois qu'il l'a construite, nous, on la publie ou on la récupère sur le site de l'Assemblée une fois qu'elle est publiée. Et on lui demande de faire de la pédagogie, encore une fois avec une vidéo où il explique pourquoi il a fait tels arbitrages, pourquoi, d'où lui est venue cette idée, peut-être d'un avis ou d'une expertise qui a été apportée par un citoyen. Donc il fait de la pédagogie. Et enfin, la dernière étape, c'est bientôt la pause, la dernière étape, c'est celle du suivi et de la mobilisation et des internautes eux-mêmes. Les internautes qui ont participé peuvent publier sur les réseaux sociaux. Voilà, j'ai participé à la construction d'une proposition de loi, aidez-moi à la soutenir. C'est un moyen de continuer le débat public et de continuer la mobilisation sur Internet. Et ils peuvent faire aussi une demande de co-signature à leur propre député. C'est-à-dire que en rentrant votre code postal, j'ai le nom de votre député avec une lettre type dans laquelle vous lui demandez de faire une co-signature de cette proposition de loi parce que vous avez participé à sa rédaction et que vous êtes d'accord avec cette proposition de loi. Donc c'est une manière de... cette loi qui est souvent abstraite, complexe, et c'est revenu plusieurs fois dans les discussions, mais qu'est-ce que fait le politique? Là, c'est une manière de donner le pouvoir aux citoyens d'être acteurs dans la cité. Ouais. Voilà, exactement. Donc ça, c'était quelque chose... C'est le cœur d'un dispositif qui est plus complexe avec autour, là je vous ai montré que la plateforme web, autour il y a évidemment beaucoup de médiation et beaucoup d'autres services qui a besoin de mettre autour de cette plateforme. Et ça c'est déjà actif. Ça c'est à l'état d'expérimentation, c'est-à-dire que pour l'instant on est un jeune collectif avec beaucoup d'envie, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie et de plus en plus de membres. On manque beaucoup de moyens on a réussi à intéresser quand même pas mal de parlementaires et d'organisations qui donc c'est quelque chose qui est sous forme d'expérimentation et qui d'ici quelques mois devrait les premières
plateforme avec les premiers parlementaires qui font leur première proposition de loi devrait voir le jour. On est aussi en train de construire, là c'est ce que vous voyez à l'écran, des plateformes destinées aux collectivités locales, aux régions, aux départements et aux villes, parce que finalement, en amont de chaque projet politique, en amont de chaque délibération, il y a ce même principe de pouvoir faire appel à l'intelligence collective pour alimenter le projet politique en amont du projet. Ça, c'est un petit peu ce qui nous anime aussi chez Démocratie Ouverte, c'est de promouvoir tous les projets qui vont dans le sens de la transparence, de la participation et de la collaboration. Et on est en train d'essayer de trouver des manières. Pour l'instant, on est un collectif complètement informel, mais on est en train d'essayer de trouver des manières pour aussi intéresser des entreprises qui voudraient nous accompagner et nous aider, d'intéresser des personnalités qui pourraient nous ouvrir leur réseau pour que ça essaime un maximum, que ces idées-là essaiment un maximum. Et vous avez quel âge? J'ai 27 ans. Bah, bravo. Bravo. Belle initiative. Merci. Bravo d'avoir osé. En tout cas, c'est très bien construit, très bien expliqué. Vous avez laissé le contact. N'hésitez pas, c'est le moment de la pause. C'est fait exprès aussi pour faire du contact. N'hésitez pas à venir voir Armelle si vous voulez prendre part aussi. On se retrouve dans pas longtemps parce qu'on a pris du retard.